Comment une force de 70 000 soldats pouvait-elle vaincre une armée de 150 000 hommes? Cette armée avait déjà conquis la moitié de l'Europe. Comment le plus grand siège de l'histoire ottomane, qui avait mis la capitale du Saint-Empire romain germanique à genoux, pouvait-il se terminer? Il se conclut par l'une des défaites les plus écrasantes que l'Empire turc allait jamais connaître. En septembre 1683, Vienne était au bord de l'anéantissement. Les murs s'effondraient et les défenseurs souffraient de la faim. L'armée la plus formidable de l'Empire ottoman se préparait pour l'assaut final. Cet assaut devait ouvrir la porte de l'Europe occidentale. Mais ce que le grand vizir ottoman Kara Mustafa Pacha ignorait, c'était qu'une force de secours menée par un roi polonais se précipitait vers lui depuis le nord. Le nom de ce roi allait résonner à travers l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une ville, il s'agissait d'arrêter un empire qui avait écrasé Constantinople. Il avait asservi des millions de personnes, s'est transformé la Méditerranée en un lac ottoman. Et le secret de la victoire ne résiderait pas dans la supériorité numérique, ni dans une meilleure technologie. Ce serait une charge de cavalerie si dévastatrice qu'elle deviendrait une légende. Pour comprendre pourquoi Vienne était si désespérément importante, il fallait imaginer l'Europe en 1683. C'était un continent retenant son souffle. L'Empire ottoman n'était pas une menace lointaine. C'était une superpuissance qui s'était étendue pendant des siècles avec une efficacité terrifiante. Lorsque le sultan Mehmed II conquit Constantinople en 1453, il ne fit pas que prendre une ville. Il éteignit le dernier vestige de l'Empire romain et envoya des ondes de choc à travers l'Europe chrétienne. En 1526, à la bataille de Mohács, les Ottomans anéantirent l'armée hongroise. Ils tuèrent plus de 20 000 soldats, y compris le roi de Hongrie lui-même. Ils transformèrent la majeure partie de la Hongrie en une province ottomane. La ville de Bouda tomba en 1541. Pendant les 145 années suivantes, les Ottomans contrôlèrent de surmonter le cœur de l'Europe centrale. Mais leurs ambitions ne s'arrêtèrent pas là. En 1529, ils avaient déjà tenté de prendre Vienne une fois. Ils l'assiégèrent avec 120 000 hommes. Mais un hiver précoce et une résistance féroce les repoussèrent. Maintenant, en 1683, ils étaient de retour. Ils possédaient une armée encore plus grande et une meilleure artillerie. Leur grand vizir avait promis au sultan Mehmed IV de livrer Vienne. Il lui promit aussi d'ouvrir la route de Rome elle-même. Vienne n'était pas seulement stratégiquement importante, elle représentait tout. En tant que capitale de la dynastie des Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique, elle était la clé de l'accès à l'Allemagne, à l'Italie et au reste de l'Europe occidentale. Si Vienne tombait, rien n'arrêterait les armées ottomanes de marcher jusqu'au Rhin. La ville était située sur le fleuve Danube. Elle contrôlait les routes commerciales et les communications à travers l'Europe centrale. Léopold Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le comprit parfaitement. C'est pourquoi, lorsque les armées ottomanes commencèrent à se rassembler au printemps de 1683, il fortifia les défenses de Vienne. Il constitua aussi des stocks de fournitures. Mais il savait aussi une chose terrifiante. Il ne pouvait pas défendre sa propre capitale. Les forces des Habsbourg étaient dispersées. Elles combattaient des guerres sur plusieurs fronts. Le roi de France Louis XIV aurait dû être un allié contre les Ottomans. Il menaçait plutôt les territoires hébés des Habsbourg à l'ouest. Cela força Léopold à diviser ses forces. Cette trahison coûterait des milliers de vies. Elle livra presque l'Europe aux Turcs. La machine de guerre ottomane qui marcha sur Vienne en 1683 était un cauchemar incarné. Kara Mustafa Pacha commandait entre 150 000 et 170 000 soldats. Certaines sources contemporaines affirment que ce nombre atteignait 200 000. Cela incluait les civils du camp et les forces auxiliaires. Ce n'était pas une armée hétéroclite. C'était la meilleure force militaire que l'Empire ottoman pouvait rassembler. Les janissaires d'élite formaient le noyau.
C'étaient des garçons chrétiens pris enfants, convertis à l'islam et entraînés comme des guerriers fanatiques. Leurs salves de mousquets pouvaient déchiqueter les charges de cavalerie. Leur discipline au combat était légendaire. La cavalerie Sipahi, des cavaliers Bambas et cavaliers blindés, avait terrorisé les champs de bataille de Bagdad, à Budapest. Ils se comptaient par dizaines de milliers. L'artillerie ottomane comprenait d'énormes canons de siège. Ceux-ci pouvaient réduire les murs de pierre en décombres. Et peut-être les plus terrifiants étaient les sapeurs. Ces mineurs experts creusaient des tunnels sous les murs des forteresses. Ils les remplissaient de poudre à canon et faisaient s'effondrer des sections entières des fortifications. Les Ottomans avaient perfectionné la guerre de siège. Cela s'est fait à travers des siècles de conquêtes, de forteresses byzantines, perses et chrétiennes. Ils y savaient comment affamer une ville. Ils y savaient comment briser ses murs et comment briser son esprit. Le 14 juillet 1683, l'armée ottomane arriva aux portes de Vienne. L'empereur Léopold Ier s'était déjà enfui à Passau. Il emporta avec lui le trésor impérial et sa famille. Il laissa derrière lui le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg, un commandant vétéran âgé de 43 ans. Il avait combattu les Ottomans lors de campagnes précédentes. Il devait tenir Vienne avec une garnison de seulement 11 000 soldats et 5 000 volontaires civils. Imaginez Starhemberg observant depuis les murs. Une armée 15 fois plus grande que sa force entière s'étendait à travers la forêt de Vienne. C'était comme une marée sombre. Les Ottomans ne s'embêtèrent même pas avec un encerclement complet au début. Kara Mustafa était si confiant qu'il installa son camp personnel dans le luxe. Il était complet avec des tentes de soie, des jardins et même un bain portable. Il envoya un message à Starhemberg offrant des conditions de reddition. C'était soit se convertir à l'islam, soit faire face à l'anéantissement. La réponse de Starhemberg fut un silence défiant. Le 17 juillet, le bombardement ottoman commença. D'énormes boulettes de canon pesant jusqu'à 60 livres s'écrasaient contre les murs de Vienne, jour et nuit. Le son était si constant que les défenseurs devinrent sourds. Des bâtiments s'effondrèrent, des incendies éclatèrent. Le tribut psychologique fut dévastateur. Mais la vraie menace était souterraine. Les sapeurs ottomans commencèrent immédiatement à creuser des tunnels vers les murs de Vienne. Ils travaillaient par équipe 24 heures sur 24. Ils creusaient pendant des jours ou des semaines. Ils étayaient les tunnels avec des supports en bois. Puis, ils remplissaient l'extrémité de barils de poudre et les faisaient détonner. La première mine majeure explosa le 4 août. Elle fit s'effondrer une section des fortifications extérieures et tua des dizaines de défenseurs. Starhemberg répondit en organisant des opérations de contre-ménage. Ses propres sapeurs creusaient des tunnels d'écoute. Ils essayaient d'entendre les mineurs ottomans à travers la terre. Lorsqu'ils détectaient des tunnels ennemis, ils creusaient pour les intercepter. Cela menait à des batailles souterraines brutales. Elles se déroulaient dans l'obscurité avec des dagues et des pistolets. Parfois, les Viennois pénétraient dans un tunnel ottoman et tiraient leurs propres explosifs. Cela effondrait la mine ennemie et enterrait les ouvriers vivants. Cette guerre souterraine était tout aussi importante que ce qui se passait en surface. Fin août, les Ottomans avaient fait détonner plus d'une douzaine de mines majeures. Les murs de Vienne ressemblaient à du fromage suisse. La nourriture commençait à manquer désespérément. La garnison était sous ration réduite depuis début août. En septembre, les soldats mangeaient des chevaux, des chiens et des rats. La maladie se propagea dans la ville surpeuplée. Elle tua des centaines de personnes. Starhemberg savait qu'il ne pourrait pas tenir beaucoup plus longtemps. Peut-être une autre semaine, peut-être 2. Mais l'aide arrivait. Le sauveur de Vienne n'était pas un empereur des Habsbourg ni un prince allemand. C'était le roi Jan III Sobieski de Pologne, un guerrier âgé de 54 ans. Il avait passé toute sa vie d'adulte à combattre les Ottomans, les Cosaques, les Suédois et les Tatars.
Né en 1629 dans une noble famille polonaise, Sobieski avait reçu une éducation. Celle-ci combinait l'apprentissage classique avec l'entraînement militaire. Il voyagea à travers l'Europe jeune homme. Il étudia en France et en Italie. Mais sa véritable éducation vint sur le champ de bataille. En 1667, il était déjà un commandant célébré. Il avait vaincu une invasion tatare massive à la bataille de Podhajce. Ses 9000 hommes y avaient mis en déroute une force de 35 000. En 1673, il remporta sa plus grande victoire avant Vienne à la bataille de Khotyn. Son armée polonaise y détruisit une force ottomane. Elle tua plus de 30 000 soldats turcs et assura sa réputation de plus grand commandant de cavalerie d'Europe. La même année, il fut élu roi de Pologne. Mais Sobieski ne s'intéressait pas aux cérémonies et à la vie de cour. Il était d'abord un soldat. Lorsque Léopold Ier envoya des messages désespérés suppliant de l'aide pour sauver Vienne, Sobieski n'hésita pas. Il rassembla une armée de 18 000 Polonais. Elle comprenait 3 000 des légendaires hussards ailés polonais. C'était la cavalerie lourde qui n'avait jamais perdu un engagement majeur. Mais Sobieski ne pouvait pas sauver Vienne seul. Tout au long du mois d'août, une armée de coalition se rassembla en Autriche. Charles V, duc de Lorraine, était un commandant expérimenté âgé de 38 ans. Il combattait les Ottomans depuis des années. Il amena 20 000 soldats des Habsbourg. Divers princes allemands contribuèrent dans des forces. La Bavière envoya 11 000 soldats. La Saxe fournit 8 000. La Souabe et la Franconie en mobilisèrent 13 000 ensemble. Ce n'étaient pas des forces unifiées, combattant sous une même bannière. Elles n'avaient pas non plus une seule stratégie. C'étaient des armées distinctes venant de différents États. Elles parlaient des langues différentes. Leurs commandants se méfiaient souvent les uns des autres et rivalisaient pour la gloire. Les coordonner auraient dû être impossibles. Mais ils reconnaissaient tous une chose. Si Vienne tombait, leur territoire serait les suivants. La force de secours totalisait environ 70 000 hommes. Elle était toujours inférieure en nombre aux Ottomans. Ils devaient marcher rapidement avant l'effondrement de Vienne. Sobieski et ses Polonais rejoignirent les forces allemandes début septembre. Il y eut une tension immédiate concernant le commandement. Techniquement, en tant que roi, Sobieski était supérieur en grade à tous les autres commandants. Mais c'était le territoire des Habsbourg. Les princes allemands n'étaient pas désireux de recevoir des ordres d'un roi polonais. Sobieski résolut cela avec sa franchise caractéristique. Il déclara être venu pour sauver Vienne et non pour se disputer des titres. Il demanda à recevoir le combat le plus difficile, promettant de le gagner pour eux. Les autres commandants furent impressionnés par sa confiance et sa réputation. Ils acceptèrent le commandement unifié. L'armée de secours commença sa marche vers Vienne le 9 septembre. Elle se déplaça à travers la forêt de Vienne, une région très boisée au nord-ouest de la ville. Kara Mustafa fut confronté à une décision critique. Devait-il lever le siège et tourner toute son armée pour affronter cette force de secours en bataille rangée? Ses nombres supérieurs domineraient alors. Ou devait-il diviser ses forces, laissant suffisamment de troupes pour continuer le siège, et envoyant une armée pour bloquer la force de secours dans les bois? Incroyablement, il fit un mauvais choix sur les 2 points. Il garda le gros de son armée concentré sur Vienne. Il était convaincu que la ville tomberait n'importe quel jour. Il envoya seulement environ 40 000 soldats sous le commandement d'Ibrahim Pacha. Il devait bloquer la force de secours dans la forêt de Vienne. Ce fut une erreur fatale. La force ottomane dans les bois était toujours formidable. Mais combattre dans une forêt dense neutralisait leurs avantages en artillerie et en nombre de cavalerie. Le 11 septembre, l'armée de secours engagea ses forces de blocage ottomanes. Il y eut une série d'escarmouches brutales parmi les arbres.
Les combats étaient chaotiques et rapprochés. Des salves de mousquets et des charges de cavalerie traversaient le sous-bois et tournaient autour d'énormes chaînes. Les Ottomans combattirent avec ténacité. Ils savaient que si l'armée de secours atteignait Vienne, le siège serait en péril. Mais les Allemands de Charles de Lorraine et les Polonais de Sobieski passèrent. Ils subirent des centaines de pertes, mais dégagèrent le chemin. À la tombée de la nuit le 11 septembre, l'armée de secours était sortie de la forêt de Vienne. Elle occupa les hauteurs du mont Kahlenberg. Ce mont surplombait directement Vienne et les camps ottomans. Imagine le moment où les défenseurs de Vienne, affamés et épuisés après 2 mois de siège, regardèrent vers le nord. De leurs murs en ruine, ils virent des feux de camp s'épanouir sur la montagne de Kahlenberg. Starhemberg comprit immédiatement ce que cela signifiait. La force de secours était arrivée. Il ordonna d'allumer des feux de signalisation sur les plus hautes tours de Vienne. Les cloches des églises, silencieuses depuis des semaines, commencèrent à sonner. Dans les camps ottomans, Kara Mustafa fit face à la réalité de sa situation. Il était maintenant pris entre la garnison de Vienne, qui pouvait effectuer une sortie et l'attaquer par derrière. Une armée de secours de 70 000 hommes se trouvait au-dessus de lui sur les hauteurs. La décision la plus sage aurait été de lever immédiatement le siège et de battre en retraite. Il aurait au moins dû redéployer toute son armée pour faire face à la force de secours. Cependant, consumé par l'ambition et la promesse faite au sultan, Kara Mustafa prit sa deuxième décision fatale de la campagne. Il allait combattre. Il redéploya environ 80 000 de ses troupes pour affronter la force de secours. Le reste de son armée continuait d'assiéger Vienne. Il les positionna dans la plaine en contrebas du Kahlenberg. Il les disposa en une immense formation en croissant, avec ses janissaires d'élite au centre et la cavalerie sur les ailes. L'artillerie ottomane fut mise en position. Kara Mustafa était confiant. Il avait encore plus de troupes que l'armée de secours. Ses hommes étaient reposés, tandis que les chrétiens venaient de marcher pendant des jours et avaient combattu à travers les bois. Ce dont il ne tint pas compte, c'était le terrain et les hussards ailés. Le 12 septembre 1683, le jour se leva clair et chaud. À 4 heures du matin, l'armée de secours commença à descendre de la montagne de Kahlenberg. Elle avançait en vagues soigneusement coordonnées. Le plan de bataille était d'une élégance simple. Les forces allemandes, sous Charles de Lorraine, devaient attaquer en premier sur la droite et au centre. Elles engageraient l'armée ottomane et la maintiendraient en position. Une fois que les Ottomans auraient engagé leurs réserves dans ce combat, Sobieski et les forces polonaises frapperaient le flanc gauche ottoman avec une charge de cavalerie écrasante. Les Allemands commencèrent leur descente à 5 heures du matin. L'infanterie et la cavalerie se déplaçaient en pente vers les lignes ottomanes. À 6 heures du matin, le contact était établi. La bataille éclata alors dans la plaine. Les Ottomans les accueillirent avec le feu dévastateur des mousquets, des janissaires. Les premières charges de cavalerie allemande furent repoussées avec de lourdes pertes. Des contre-attaques ottomanes repoussèrent même les Allemands à certains endroits. Pendant les 8 heures suivantes, ce combat acharné et brutal se poursuivit. L'infanterie bavaroise luttait au corps à corps contre les janissaires. La cavalerie saxonne échangeait des charges avec les sipahis. L'artillerie des deux côtés ouvrait des brèches dans les formations. Le sol fut jonché de corps. En début d'après-midi, les forces allemandes étaient épuisées et leur avance avait stagné. C'était exactement ce que Sobieski avait prédit. Pendant que les Allemands combattaient, il avait déplacé les forces polonaises en position sur l'extrême flanc gauche. Cela incluait ses précieux 3000 hussards ailés. Ils étaient en grande partie cachés à la vue des Ottomans par les caractéristiques du terrain. Vers 4 heures de l'après-midi, le soleil commençant sa descente et la bataille atteignant un point critique, Sobieski donna l'ordre.
Toute sa carrière militaire avait mené à ce moment. La cavalerie polonaise, disposée en une formation massive en coin avec les hussards ailés en pointe, commença à avancer. Il ne s'agissait pas d'une cavalerie ordinaire. Les hussards ailés portaient une armure ornée. Ils avaient d'énormes ailes en bois attachées à leur dos. Ces ailes créaient un sifflement terrifiant lors de leur charge. Chaque hussard portait une lance de 18 pieds, conçue pour percer les armures. Ils s'étaient entraînés ensemble pendant des années. Leur charge était légendaire pour sa discipline et son impact dévastateur. La cavalerie polonaise passa du pas au trot, puis au galop. Elle accélérait en traversant la plaine. Les Ottomans sur le flanc gauche les virent arriver et commencèrent à se repositionner. Cependant, ils étaient désorganisés après des heures de combat. Ils étaient sur le point de vivre quelque chose qu'aucune armée au monde ne pouvait supporter. Au galop, 18 000 cavaliers polonais, avec 3 000 hussards ailés en tête, s'écrasèrent sur le flanc gauche ottoman comme un coup de tonnerre. Le son de cet impact résonna sur le champ de bataille, alors que des milliers de lances frappaient. Des chevaux entraient en collision et des hommes hurlaient. La ligne ottomane ne se brisa pas seulement, elle se désintégra. En quelques minutes, tout le flanc gauche ottoman était en pleine retraite. Les soldats furent piétinés sous les sabots ou abattus par les sabres. Mais Sobieski ne s'arrêta pas. Il ne s'agissait pas seulement de mettre en déroute une aile de l'armée ennemie. Il s'agissait de la détruire complètement. La cavalerie polonaise fit un mouvement de roue vers l'intérieur. Elle enroula la ligne ottomane depuis le flanc. Ils percutèrent les janissaires par le côté. C'était la seule direction que cette infanterie d'élite n'était pas préparée à défendre. Les unités ottomanes qui tenaient ferme contre les Allemands découvrirent soudain la cavalerie polonaise à leur arrière. Elles paniquèrent. Toute la formation ottomane commença à s'effondrer comme un château de cartes. Kara Mustafa, observant depuis son poste de commandement, réalisa avec horreur que son armée se désintégrait. Il ordonna une retraite générale. Cependant, il était trop tard pour organiser quoi que ce soit. Ce qui commença comme une retraite se transforma en déroute, puis en massacre. Les forces chrétiennes poursuivirent les Ottomans en fuite sur des miles. Elles abattirent des milliers d'hommes qui ne purent s'échapper assez vite. Les soldats ottomans abandonnèrent leurs armes, leurs provisions et même leurs blessés. Kara Mustafa s'échappa de justesse avec sa vie. Il s'enfuit vers le sud, en direction de la Hongrie, avec les restes de son armée autrefois puissante. La garnison de Vienne, voyant l'armée ottomane en pleine fuite, ouvrit les portes. Elle se joignit à la poursuite. Le champ de bataille fut jonché d'environ 15 000 morts ottomans. Les forces chrétiennes perdirent environ 4 000 hommes, tués ou blessés. Plus dévastateur encore que les pertes fut ce que les Ottomans laissèrent derrière eux. Le camp ottoman était un trésor au-delà de l'imagination. La tente personnelle de Kara Mustafa était de la taille d'un manoir. Elle était remplie de tapis de soie, de vaisselle d'or et d'argent, et de coffres de pièces de monnaie. Les Ottomans avaient apporté des fournitures pour un siège qu'ils s'attendaient à voir durer des mois. Cela incluait des milliers de tonnes de céréales, de poudre à canon, de café et des luxes de tout leur empire. Les forces chrétiennes capturèrent plus de 300 canons, 15 000 tentes et 10 000 bœufs. Elles y mirent également la main sur un trésor estimé à des millions de florins. Sobieski lui-même envoya l'étendard de bataille ottoman au pape Innocent XI. Son message paraphrasait Jules César et proclamait que la victoire était due à Dieu. Les soldats se partagèrent le butin et la célébration à Vienne dura des jours. Cependant, les conséquences de cette bataille s'étendirent bien au-delà du pillage d'une journée. Les Ottomans avaient subi plus qu'une défaite militaire. Ils avaient souffert d'une catastrophe psychologique. L'armée qui était censée conquérir l'Europe
avait été anéanti par une force de moitié sa taille. Le sultan Mehmed IV fut furieux. Le 25 décembre 1683, il ordonna l'exécution de Kara Mustafa par strangulation avec une corde de soie. C'était la méthode ottomane traditionnelle pour se débarrasser des commandants ayant échoué. Le grand vizir, qui avait promis de livrer Vienne, mourut dans l'ignominie. La bataille de Vienne ne marqua pas la fin de la guerre. Elle fut le début d'une contre-offensive chrétienne qui fit rage pendant les 16 années suivantes. Les Ottomans se retirèrent en Hongrie. Cependant, les forces des Habsbourg, désormais renforcées et confiantes, les poursuivirent. En 1684, la Sainte Ligue fut formée. Il s'agissait d'une alliance formelle du Saint-Empire romain germanique, de la Pologne, de Venise et plus tard de la Russie. Tous s'engageaient à repousser les Ottomans hors d'Europe. La guerre qui suivit fut brutale. En 1686, la ville de Bouda, aux mains des Ottomans depuis 145 ans, fut reprise. Cela se produisit après un siège qui coûta la vie à 10 000 défenseurs turcs. La seconde bataille de Mohacs, en 1687, fut une autre défaite ottomane écrasante. Elle fit 30 000 victimes. En 1688, les Habsbourg avaient reconquis toute la Hongrie. Les Ottomans tentèrent de se rétablir. Ils lancèrent des contre-offensives en 1690 et 1695. Cependant, ils ne retrouvèrent jamais leur élan. Le traité de Karlowitz, en 1699, officialisa ce que la bataille de Vienne avait commencé. L'Empire ottoman céda la Hongrie, la Transylvanie et la plupart de ses territoires européens. Il ne menacerait plus jamais l'Europe centrale. L'équilibre des pouvoirs avait changé de manière permanente. À partir de 1683, l'Empire ottoman fut sur la défensive, perdant lentement du territoire année après année, siècle après siècle. Il s'effondra finalement en 1918. Cette victoire accomplit ce qu'aucune autre bataille du XVIIe siècle ne pouvait prétendre. Elle inversa 200 ans d'expansion ottomane. Elle marqua le début de leur long déclin. Considérez l'alternative. Si Vienne était tombée en septembre 1683, si Sobieski n'était pas arrivé ou si sa charge de cavalerie avait échoué, que se serait-il passé? La route vers l'Allemagne aurait été ouverte. Les armées ottomanes auraient pu marcher vers Munich, vers Francfort, vers le Rhin. Les conflits protestants et catholiques qui divisaient l'Allemagne depuis des décennies seraient devenus insignifiants. Cela aurait été le cas face à une invasion islamique. L'Italie aurait été vulnérable. Rome elle-même aurait été menacée. La renaissance culturelle et scientifique qui fleurissait en Europe occidentale aurait été en péril. Cela incluait les bibliothèques, les universités et les réalisations artistiques. Les Ottomans ne s'intéressaient pas à la préservation de la culture chrétienne. Ils cherchaient à la convertir ou à la remplacer. La basilique Sainte-Sophie avait été transformée en mosquée. D'innombrables églises à travers les Balkans avaient été détruites ou converties. Les bibliothèques Vienne, son patrimoine musical et ses trésors architecturaux auraient probablement subi le même sort. Certains historiens affirment que la bataille de Vienne a sauvé la civilisation occidentale elle-même. Il est difficile de contester cela quand on examine les alternatives. Qui mérite le crédit pour cette victoire qui a changé le monde? Certainement le roi Jean III Sobieski se distingue de tous les autres. Sa charge de cavalerie fut le coup décisif. Son leadership unifia la coalition fragmentée. Son génie militaire créa le plan de bataille qui fonctionna parfaitement. Il vécut 13 ans de plus après Vienne. Il mourut en 1696 à l'âge de 66 ans. Il reste dans les mémoires comme l'homme qui sauva l'Europe. Mais le mérite revient aussi au comte Starhemberg et à la garnison de Vienne. Ils résistèrent pendant 2 mois désespérés contre des obstacles impossibles. Ils gagnèrent ainsi du temps pour l'arrivée de la force de secours.
Ils subirent plus de 2000 victimes pendant le siège. Sans leur résistance obstinée, il n'y aurait eu rien à sauver. Charles de Lorraine mérite d'être reconnu pour son rôle crucial. Il coordonna les forces allemandes et exécuta le plan de bataille. Et d'une étrange manière, nous devrions nous souvenir des échecs de Kara Mustafa. Cela inclut son arrogance à maintenir le siège, alors qu'il aurait dû battre en retraite. Son mauvais déploiement des forces et sa sous-estimation des hussards ailés furent aussi des erreurs. Ces erreurs tuèrent des milliers de ses propres hommes et mirent fin à l'expansion ottomane pour toujours. La bataille de Vienne demeure aujourd'hui l'un des engagements les plus décisifs de l'histoire. Ce fut le moment où le cours des choses changea, où les chasseurs devinrent les chassés. Ce fut la fin du long cauchemar européen d'invasion ottomane. Merci beaucoup d'avoir regardé cette plongée approfondie dans l'une des batailles les plus cruciales de l'histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez voir plus d'histoires sur des moments décisifs qui ont changé le monde, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous à atteindre 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons des histoires incroyables à venir sur d'autres batailles qui n'auraient pas dû être gagnées, mais l'ont été. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir quelle bataille ou quel événement historique vous souhaitez que je couvre ensuite. Devrions-nous explorer la défense de Malte contre les Ottomans en 1565? Ou peut-être les invasions mongoles de l'Europe? Dites-le moi. Jusqu'à la prochaine fois. Rappelez-vous que parfois, les victoires les plus impossibles proviennent du courage, de tactiques brillantes et de ces magnifiques hussards ailés.